Et Bon, bonjour et bienvenue dans ce petit coin lecture. Je suis accompagné de Lad, bonjour. voilà, et nous sommes avons prévu de lire aujourd'hui un livre magnifique intitulé Artemis Fowl de Eowyn Colfer. Rentrons dans le vif du sujet avec le prologue. Comment pourrait-on décrire Artemis Fowl? Les nombreux psychiatres qui s'y sont essayés ont dû confesser leur échec. La principale difficulté de l'entreprise réside dans l'intelligence d'Artemis. Celui-ci parvint en effet à déjouer tous les tests auxquels on le soumet. Face à lui, les plus grands esprits du monde médicaux se sont trouvés plongés dans une infinie perplexité. Et nombre d'entre eux, balbutiants et hagards, sont retournés dans leur propre hôpitaux à titre de patients cette fois. Artemis est sans nul doute un enfant prodige. Mais pourquoi un être aussi brillant a-t-il décidé de consacrer sa vie à des activités délictueuses? Délictueuses. Voilà une question à laquelle une seule personne serait en mesure de répondre. Or, il prend un malin plaisir à ne jamais parler de lui-même. La meilleure façon de tracer un portrait fidèle d'Artemis consiste à faire le compte-rendu détaillé de la première entreprise scélérate qui l'a rendu célèbre. Il m'a été possible de procéder à cette reconstitution grâce aux interviews de première main qui ont bien voulu m'accorder ces victimes. À mesure que se déroule le récit, chacun pourra constater à quel point la tâche était malaisée. Toute l'histoire a commencé il y a plusieurs années, à l'aube du XXIe siècle. Artemis avait alors conçu un plan destiné à rétablir la fortune de sa famille. Un plan qui aurait pu entraîner l'effondrement de deux civilisations et précipiter la planète dans une guerre interespèces. À cette époque, Artemis Fowl était âgé de 12 ans. Chapitre 1. Le livre. Ho Chi Minh Ville en été. Une chaleur étouffante. Tout le monde s'accorde à le reconnaître. Inutile de préciser qu'Artemis Fowl n'aurait jamais accepté de subir un terrain inconfort si l'enjeu n'avait pas été aussi important. Important pour son plan. Le soleil ne convenait pas à Artemis. Il ne lui allait pas au teint. Les longues heures passées enfermé devant un écran d'ordinateur lui avaient décoloré la peau. Il était aussi pâle qu'un vampire et presque aussi irritable lorsqu'il se trouvait à la lumière du jour. J'espère qu'il ne s'agit pas encore d'une fausse piste, Butler, dit-il d'une voix basse et coupante. Surtout après ce qui s'est passé au Caire. C'était un aimable reproche. Il s'était en effet rendu en Égypte sur les indications d'un informateur de Butler. Non, monsieur, cette fois-ci, je suis sûr de moi. Nguyen est un homme de confiance. Hum, marmonna Artemis sans conviction. Les passants auraient été stupéfaits d'entendre l'Eurasien à la carrure d'athlète appeler le jeune garçon monsieur. On était quand même au troisième millénaire. Mais la relation qui existait entre eux n'avait rien d'ordinaire. Et d'ailleurs, il ne s'agissait pas de tourisme ordinaire. Ils étaient assis à la terrasse d'un café de la rue Dong Cai et regardaient les jeunes gens du quartier faire le tour de la place sur leur vélo moteur. Nguyen était en retard, et la malheureuse tache d'ombre que projetait leur parapluie n'avait guère de chance d'améliorer l'humeur d'Artemis. Mais ce n'était là que la manifestation de son pessimisme quotidien. Derrière la mine renfrognée se cachait une étincelle d'espoir. Ce voyage donnerait-il véritablement des résultats? Allait-il trouver le livre? C'était sans doute trop demandé. Un serveur s'avança vers leur table d'un pas précipité. Encore un peu de thé, messieurs demanda-t-il en saluant frénétiquement de la tête. Artemis poussa un soupir. Épargnez-moi votre petit spectacle et asseyez-vous. Le serveur se tourna instinctivement vers Butler qui était l'adulte après tout. Mais monsieur, je suis le serveur. Artemis tabota sur la table pour attirer son attention. Vous portez des mocassins faits sur mesure, une chemise en soie et 3 chevalières en or. Vous avez une pointe d'accent d'Oxford et l'éclat discret de vos ongles montre qu'ils ont été manucurés il y a peu de temps. Vous n'êtes pas un serveur, vous êtes Nguyen Xuan, notre contact, et vous avez adopté ce petit déguisement ridicule pour vérifier discrètement si nous ne sommes pas armés. Les épaules de Nguyen s'affaissèrent. C'est vrai,
stupéfiant. Pas vraiment. Il ne suffit pas d'un vieux tablier effiloché pour avoir l'air d'un serveur. Nguyen s'assit et versa un peu de thé à la menthe dans une minuscule tasse de porcelaine. Je vais vous renseigner moi-même en ce qui concerne les armes, poursuivit Artemis. Personnellement, je n'en ai pas. Mais Butler, c'est son nom. Butler, comme le mot qui signifie majordome en anglais. Ce qui tombe très bien, puisque c'est mon majordome. Butler donc possède un pistolet Sig Sauer dans le holster qu'il porte sous l'aisselle, 2 poignards à la mince dans ses bottes, un minuscule Derringer à 2 coups dans sa manche, un fil de fer dans sa montre pour d'éventuels étranglements, et 3 grenades à main dans divers poches. Je n'ai rien oublié, Butler? La matraque, monsieur. Ah oui, une bonne vieille matraque à billes d'acier qu'il cache dans sa chemise. D'une main tremblante, Nguyen porta la tasse à ses lèvres. Ne vous inquiétez pas, monsieur Xuan, dit Artemis avec un sourire. Ces armes ne seront pas utilisées contre vous. Nguyen sembla guère rassuré. Non, continua Artemis, ce serait inutile. Butler est capable de vous tuer de 100 manières différentes sans avoir besoin de recourir à cette artillerie. Mais inutile d'aller jusqu'à 100, une seule suffirait largement. Nguyen était terrorisé à présent. C'était généralement l'effet que produisait Artemis sur ses interlocuteurs. Un adolescent au teint pâle, parlant avec l'autorité et le vocabulaire d'un adulte sûr de son pouvoir. Nguyen avait déjà entendu le nom de Foll auparavant. Qui pouvait l'ignorer dans la pègre internationale? Mais il pensait qu'il aurait affaire à Artemis Senior, pas à ce garçon. Quoique le mot garçon ne fût pas le mieux choisi pour définir ce personnage émacié. Quant au géant Butler, il était évident qu'avec ses mains herculéennes, il serait capable de briser comme une simple bradille la colonne vertébrale de n'importe qui. Nguyen commençait à se dire qu'aucune somme d'argent ne valait peine de passer une minute de plus en cette étrange compagnie. Maintenant, parlons affaires, dit Artemis en posant un mini-magnétophone sur la table. Vous avez répondu à notre annonce internet. Nguyen acquiesça d'un signe de tête, priant soudain que son information soit exacte. Oui, monsieur Foll, ce que vous cherchez, je sais où le trouver. Vraiment. Et je suis censé vous croire sur parole? Vous pourriez très bien m'amener tout droit dans un piège. Ma famille n'est pas exempte d'ennemis. Butler attrapa en plein vol un moustique qui s'était aventuré près de l'oreille de son employeur. Non, non, il n'y a pas de piège, répondit Nguyen en sortant son portefeuille. Regardez. Artemis examina le Polaroid. Il s'efforça de maîtriser son rythme cardiaque. La photo semblait prometteuse, mais de nos jours, on pouvait faire tous les trucages possibles avec un ordinateur et un scanner. L'image montrait une main émergeant de l'ombre, une main verte et tachetée. Murmura Artemis. Expliquez-moi ça. Cette femme, c'est une guérisseuse du côté de la rue Tudo. Elle se fait payer en alcool de riz. Elle est tout le temps ivre. Artemis hocha la tête, d'un air approbateur. La boisson, l'un des quelques rares faits indiscutables que ses recherches avaient permis de découvrir. Il se leva, lissant les plis de son polo blanc. Très bien. Conduisez-nous là-bas, monsieur Nguyen. Nguyen essuya la sueur qu'on voyait perler parmi les poils de sa moustache filandreuse. S'agit d'un simple renseignement. Nous étions bien d'accord là-dessus. Je ne veux pas prendre un mauvais sort sur la tête. D'un geste expert, Butler saisit l'informateur par la nuque. Je suis navré, monsieur Nguyen, mais l'époque où vous aviez une certaine liberté de choix est depuis longtemps révolue. Butler entraîna le Vietnamien, qui essayait de protester, jusqu'à un 4x4 de location. Ce n'était pas le genre de véhicule absolument indispensable dans les rues plates de Ho Chi Minh Ville ou de Saigon, comme ses habitants continuaient de l'appeler. Mais Artemis aimait mieux s'isoler le plus possible des civils. La Jeep avança peu à peu à une allure douloureusement traînante, d'autant plus insupportable que l'impatience d'Artemis ne cessait de croître. Il lui était impossible de la dominer plus longtemps. Allait-il enfin arriver au terme de leur quête? Après 6 fausses alertes qui les avaient amenés sur 3 continents, cette guérisseuse imbibée d'alcool serait-elle le trésor au pied de l'arc-en-ciel? Artemis faillit glousser de rire. Le trésor au pied de l'arc-en-ciel. Il venait de faire une sorte de plaisanterie. C'est quelque chose qui n'arrivait pas tous les jours. Les vélomoteurs s'écartèrent comme s'ils pénétraient dans un immense banc de poissons. La foule ici semblait sans fin. La moindre ruelle débordait de colporteurs et de vendeurs à la sauvette.
Dans un crépitement d'huile bouillante, des cuisiniers jetaient des têtes de poisson dans leur wok, et des gamins des rues se faufilaient dans les jambes de tout le monde à la recherche d'objets de valeur mal surveillés. D'autres, assis à l'ombre, s'usaient les pouces sur leur Game Boy. Nguyen transpirait dans sa chemise kaki. L'humidité n'y était pour rien, il y était habitué. C'était plutôt à cause de cette maudite situation dans laquelle il s'était fourré. Il aurait dû savoir qu'on ne doit jamais mélanger magie et filouterie. Il se fit la promesse silencieuse que s'il parvenait à se sortir de là, il changerait de conduite. Il cesserait de répondre aux annonces louches diffusées sur internet et n'irait certainement plus se compromettre avec les rejetons des grandes familles de la pègre européenne. La Jeep ne pouvait passer partout. Les petites rues qu'ils empruntaient devenaient trop étroites pour le 4x4. Artemis se tourna vers Nguyen. Il semblerait que nous devions continuer à pied, monsieur Nguyen. Si vous avez envie de vous enfuir en courant, ne vous gênez surtout pas, mais il faudra vous attendre à éprouver une douleur cuisante et fatale entre les omoplates. L'homme regarda brièvement Butler dans les yeux. Ils étaient bleu foncé, presque noirs, des yeux dépourvus de toute pitié. Ne vous inquiétez pas, dit-il, je ne chercherai pas à m'enfuir. Ils descendirent de voiture et un bon billet de regards les suivirent tandis qu'ils s'enfonçaient dans la ruelle suffocante. Un malheureux pickpocket essaya de voler le portefeuille de Butler. Le serviteur brisa les toits du voleur sans même lui accorder un regard. Aussitôt, tout le monde s'écarta largement sur leur passage. La ruelle se rétrécit encore pour devenir une allée creusée d'ornières. Des canalisations et des tuyaux d'égout se déversèrent directement sur le sol boueux. Des infirmes et des mendiants se serraient les uns contre les autres sur des tapis en paille de riz qui formaient comme des îlots dans la fange. Les résidents de l'allée étaient décidés à n'épargner personne à part ces trois-là. Alors, demanda Artemis d'un ton impérieux, où est-elle? Nguyen pointa l'index en direction d'un triangle noir sous un escalier d'incendie rouillé. Là-dessous. Elle n'en sort jamais. Même pour acheter de l'alcool, elle envoie quelqu'un. Je peux m'en aller maintenant? Artemis ne prit pas la peine de répondre. Il s'avança dans l'allée boueuse et s'approcha de l'escalier d'incendie. Il distinguait des mouvements furtifs parmi les ombres. Butler, pourriez-vous me donner les lunettes? Butler prit une paire de lunettes à vision nocturne accrochée à sa ceinture et la déposa dans la main tendue d'Artemis. Le moteur de mise en point automatique bourdonna pour adapter les lunettes à la lumière ambiante. Artemis les fixa devant ses yeux. Le décor se colora aussitôt d'un vert radioactif. Prenant une profonde inspiration, il tourna son regard vers l'ombre qui gigotait. Quelque chose était accroupi sur un tapis de raffia, s'agitant avec nervosité dans une très faible lueur. Artemis régla la mise au point de ses lunettes. La silhouette était d'une taille anormalement petite, enveloppée dans un châle crasseux. Autour d'elle, des cruchons d'alcool vide étaient à moitié enfoncés dans la boue. Un bras pointait sous l'étoffe. Il paraissait verdâtre, mais tout le reste l'était aussi. Madame, dit Artemis, j'ai une proposition à vous faire. La tête de la silhouette vacilla d'un air ensommeillé. De l'alcool, du vin, dit-elle d'une voix grinçante, comme des ongles sur un tableau noir. Du vin anglais. Artemis sourit. Le don pour les langues, l'aversion pour la lumière. Parfait, parfait. Irlandais, précisément. Alors, ma proposition? D'un geste avisé, la guérisseuse agita un doigt osseux. L'alcool d'abord, on parlera après. Butler? Le garde du corps plongea la main dans une poche et en retira une flasque d'un whisky irlandais de la meilleure qualité. Artemis brandit la bouteille d'un air tentateur devant la tache sombre. À peine avait-il eu le temps d'enlever ses lunettes qu'une main griffue jaillit de l'obscurité pour se saisir du whisky. Une main verte et tachetée. Il n'y avait plus aucun doute. Artemis réprima un sourire triomphant. Payez notre ami, Butler, la somme totale. Et souvenez-vous, monsieur Nguyen, tout cela doit rester entre nous. Vous n'auriez pas envie que Butler revienne vous voir, n'est-ce pas? Non, non, monsieur Fall, mes lèvres resteront cousues. Cela vaut mieux, sinon c'est Butler qui se chargera de les coudre à tout jamais. Nguyen fila le long de l'allée, si soulagé d'être encore en vie qu'il ne se donna même pas la peine de compter la liasse de billets verts qu'on venait de lui remettre. Ce qui ne lui ressemblait pas. De toute façon, tout était bien là. 20 000 $. Pas mal pour une demi-heure de travail. Artemis se tourna à nouveau vers la guérisseuse.
Et maintenant, madame, il se trouve que j'ai besoin de quelque chose que vous seul pouvez me donner. La langue de la guérisseuse lécha une goutte d'alcool au coin de sa bouche. Oui, l'Irlandais. Mal de tête, mal de dents, je guéris. Artémis remit ses lunettes à vision nocturne et s'accroupit auprès d'elle pour être à son niveau. Je suis en parfaite santé, madame, à part une légère allergie à certains acariens, dont je ne pense pas que quiconque puisse me guérir, même vous. Non, ce qui m'intéresse, c'est votre livre. La harpie se figea. Des yeux étincelants flamboyèrent sous le châle. Livre répéta-t-elle avec prudence. Je ne connais pas de livre. Je suis guérisseuse. Tu veux un livre? Tu vas à la bibliothèque. Artémis soupira avec une patience exagérée. Vous n'êtes pas guérisseuse. Vous êtes un lutin, une fée, un farfadet, un corrigan. Appelez ça comme vous voudrez, dans la langue que vous voudrez, et je veux votre livre. Pendant un long moment, la créature resta silencieuse, puis elle rejeta le châle qui lui couvrait le front. Dans la lumière verte des lunettes, ses traits surgirent devant Artémis, comme un masque de Halloween. La fée avait un long nez busqué et 2 yeux bridés, couleur d'or. Ses oreilles étaient pointues, et l'alcool avait ramolli sa peau jusqu'à la rendre semblable à du mastic. Si tu connais l'existence du livre, humain, dit-elle lentement en combattant l'engourdissement dû au whisky, tu dois également savoir de quelle magie je dispose dans ma main. Je pourrais te tuer en claquant des doigts. Artémis haussa les épaules. Je ne pense pas. Regardez-vous, vous êtes presque morte. L'alcool de riz a émoussé vos sens. Vous en êtes réduite à guérir les verrues. Consternant. Je suis venu ici pour vous sauver en échange du livre. Qu'est-ce qu'un humain pourrait faire avec notre livre? Cela ne vous regarde pas. Tout ce que vous devez savoir, c'est le choix qu'il vous reste. Les oreilles pointues de la créature frémirent. Le choix? Ou bien vous refusez de nous donner ce livre et nous rentrons chez nous en vous laissant pourrir dans cet égout. En effet, c'est ce que je choisis, dit la fée. Ne soyez pas si pressé. Si nous repartons sans le livre, vous serez mort dans un jour ou deux. Un jour ou deux? La guérisseuse éclata de rire. Je vivrai encore un siècle après ta mort. Même les fées attachées au royaume des hommes peuvent survivre une éternité. Pas avec une demi-pinte d'eau bénite à l'intérieur du corps, répliqua Artémis en tapotant la bouteille de whisky vide. La fée devint livide, puis elle poussa un hurlement, une longue plainte suraiguë, horrible. De l'eau bénite? Tu m'as assassiné, humain! Exact, admit Artémis. Vous devriez commencer à ressentir les premières brûlures incessamment. La fée se tâta le ventre d'un geste prudent. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? On m'écoute maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Deuxième possibilité. Vous me donnez le livre pendant une demi-heure seulement. Ensuite, je vous rends votre pouvoir magique. La fée resta bouche bée. Me rendre mon pouvoir magique? Impossible! Oh, mais si. J'ai en ma possession 2 ampoules. L'une contient de l'eau de source qui provient du puits des fées, à 60 mètres sous l'anneau de Tara. L'endroit peut être le plus magique au monde. Elle annulera les effets de l'eau bénite. Et l'autre? Dans l'autre, il y a de quoi faire une petite piqûre de magie humaine. Un virus qui se nourrit d'alcool mélangé à un agent de croissance. Ce liquide va débarrasser votre corps de la moindre goutte d'alcool de riz. Vous délivrer de votre dépendance et même régénérer votre foie défaillant. Ce sera terriblement répugnant, mais dans 24 heures, vous sauterez partout comme si vous aviez retrouvé la vigueur de vos 1000 ans. La fée passa à nouveau la langue sur ses lèvres. Pouvoir rejoindre le peuple, c'était tentant. Comment savoir si je puis te croire, humain? Tu m'as déjà joué un mauvais tour. C'est vrai, voici le marché. Je vous donne l'eau de source en toute confiance. Ensuite, quand j'aurai consulté le livre, vous aurez le remontant. À prendre ou à laisser. La fée réfléchit. La douleur s'insinuait déjà dans son ventre. Elle tendit la main. Je prends. Je m'y attendais. Butler? Le gigantesque serviteur ouvrit le rabat d'une trousse qui contenait une seringue et 2 ampoules. Il prit d'abord celle qui était remplie d'un liquide clair et l'injecta dans le bras moite de la fée. La créature se raidit un instant puis se détendit. Puissante magie, dit-elle d'une voix haletante. Oui, mais pas aussi puissante que la vôtre lorsque vous aurez eu la deuxième injection. Maintenant, le livre. La fée plongea la main dans les plis de sa robe crasseuse et y fouilla pendant une éternité. Artémis retint son souffle. Enfin, bientôt les folles auraient retrouvé toute leur gloire.
Un nouvel empire allait naître avec à sa tête Artemis Fowl II. La fée montra son poing serré. Ça ne te servira à rien, c'est écrit dans l'ancienne langue. Artemis hocha la tête, préférant ne pas prendre le risque de parler. Elle ouvrit ses doigts noueux. Au creux de sa main reposait un minuscule volume à la reliure d'or de la taille d'une boîte d'allumettes. Voilà, tu peux le regarder pendant 30 de tes minutes d'humain, pas plus. Butler prit le minuscule ouvrage avec révérence. Il actionna un appareil photo numérique et entreprit de photographier l'intégralité du livre dont les pages étaient aussi minces que du papier à cigarette. L'opération dura plusieurs minutes. Lorsqu'il eut terminé, le volume tout entier était contenu dans la puce de l'appareil photo. Artemis préférait ne courir aucun risque en matière d'information. On avait souvent vu des disques durs d'une importance vitale effacés par les équipements de sécurité d'un aéroport. Il ordonna donc à son majordome de transférer le fichier sur son téléphone portable, puis par courrier électronique au manoir familial à Dublin. Avant que les 30 minutes ne soient écoulées, le fichier contenant jusqu'au dernier symbole du livre des fées se trouvait ainsi enregistré en toute sécurité sur le serveur des folles. Artemis rendit le minuscule ouvrage à sa propriétaire. « J'ai été content de faire affaire avec vous. » La fée se redressa sur les genoux en vacillant. « Et l'autre potion, humain ?» Artemis sourit. « Ah oui, le remontant, je crois bien vous l'avoir promis. »« Oui, humain, tu me l'as promis. »« Très bien. Mais avant de vous l'administrer, je dois vous avertir que cette purge n'a rien de plaisant. Vous n'allez pas passer un très bon moment. » La fée montra la saleté sordide qui s'étalait autour d'elle. « Et ici, tu crois que je passe de bons moments? Je veux m'envoler à nouveau. » Butler fixa la deuxième ampoule à la seringue et fit cette fois la piqûre directement dans la carotide. La fée s'effondra aussitôt sur son tapis, sa carcasse tout entière secouée de tremblements violents. « Il est temps de prendre congé, » commenta Artemis. Un siècle d'alcool sortant d'un corps par tous les moyens possibles n'offre pas un spectacle très attirant. Ok. Les butlers étaient au service des folles depuis des siècles. Il en avait toujours été ainsi. Il se trouvait même quelques linguistes éminents pour affirmer que c'était le nom de la famille Butler qui avait donné à la langue anglaise le mot signifiant majordome. D'après les archives, l'origine de cet arrangement inhabituel remontait à l'époque où Virgil Butler avait été engagé comme valet, garde du corps et cuisinier par Lord Hugo de Foll lors des premières grandes croisades des Normands. À l'âge de 10 ans, les enfants Butler étaient envoyés dans un centre de formation privé en Israël, où on leur prodiguait l'enseignement spécialisé nécessaire pour assurer le service du dernier Foll de la lignée. Cet enseignement comportait des cours de haute cuisine, une formation de tireurs d'élite, la pratique d'un mélange d'arts martiaux conçus sur mesure, ainsi qu'une éducation poussée en matière de médecine d'urgence et de technologie de l'information. Si à la fin de leur entraînement, il ne se trouvait aucun Foll pour les prendre à son service, les butlers étaient immédiatement engagés comme garde du corps par diverses personnalités, appartenant à des familles royales, généralement à Monaco ou en Arabie Saoudite. Une fois qu'un Foll et un butler se trouvaient associés, c'était pour la vie. Il s'agissait d'un travail exigeant et solitaire, mais dont la rétribution était coquette, si l'on arrive à survivre suffisamment longtemps pour en profiter. Dans le cas contraire, la famille recevrait à titre de dédommagement une somme d'argent à 7 chiffres à laquelle venait s'ajouter une pension mensuelle. L'actuel butler avait passé 12 années au service de son jeune maître, depuis le jour de sa naissance, et tout en sacrifiant aux exigences du formalisme traditionnel, il était bien davantage qu'un maître et son serviteur. Artemis était pour Butler ce qui pouvait le plus ressembler à un ami, et Butler était pour Artemis ce qui se rapprochait le plus d'un père, bien qu'il soit celui des deux qui obéissait aux ordres. Butler tint sa langue jusqu'à leur décollage de l'aéroport de Bangkok, où il avait changé d'avion pour embarquer à bord d'un vol à destination de Heathrow. Il ne put alors s'empêcher de poser la question. « Artemis ?» Artemis leva les yeux de l'écran de son powerbook. Il avait commencé à travailler sur la traduction. « Oui. » La fée. « Pourquoi n'avons-nous pas simplement gardé le livre en la laissant mourir ?»« Un cadavre est une preuve, Butler. En procédant à ma manière, il n'y a aucune raison pour que le peuple ait des soupçons. » Mais la fée ? Je serais très étonné qu'elle avoue avoir montré le livre à des humains. De toute façon, j'ai mélangé un léger amnésique à la deuxième injection.
Lorsqu'elle se réveillera, tous les événements de la semaine écoulée lui paraîtront très flous. Butler hocha la tête d'un air appréciateur. Toujours 2 coups d'avance, tel était maître Artemis. Les gens disaient qu'il avait de qui tenir, qu'on reconnaissait en lui le sang de ses ancêtres. Ils avaient tort. Maître Artemis était un sang neuf à lui tout seul, et ce sang-là n'avait jamais coulé dans les veines de quiconque d'autre. Ses doutes dissipés, Butler se replongea dans la lecture de son livre intitulé Armes et munitions, laissant son employeur démêler seul les secrets de l'univers. Fin du chapitre 1, et je passe la parole. À condition qu'il y ait quelqu'un pour reprendre la lecture. Oui, oui, bien sûr. Chapitre 2. Traduction. Sans doute aura-t-on deviné à présent jusqu'où Artemis Fowl était prêt à aller pour atteindre son objectif. Mais quel était exactement cet objectif? Quel étrange projet pouvait bien nécessiter un chantage exercé sur une fée alcoolique? La réponse était simple. L'or. Les recherches d'Artemis avaient commencé 2 ans auparavant, lorsqu'il était devenu un adepte d'Internet. Il n'avait pas tardé à explorer les arcanes des sites les plus mystérieux, enlèvements par des extraterrestres, observations d'ovnis et phénomènes surnaturels. Mais s'il s'était intéressé plus spécifiquement à l'existence du peuple, naviguant parmi des gigabits de données, il avait découvert des centaines d'informations sur les faits dans presque tous les pays du monde. Chaque civilisation avait son propre vocabulaire pour désigner les êtres qui constituent le peuple. Mais il ne faisait aucun doute que tous étaient membres d'une même famille secrète. Les récits mentionnaient un livre que les fées portaient toujours sur elles. C'était comme une Bible contenant, disait-on, toute l'histoire de l'espèce et les divers commandements qui régissaient leur très longue existence. Bien entendu, ce livre était écrit en gnomique, le langage des fées, et ne pouvait être d'aucune utilité aux humains. Artemis était convaincu qu'avec les outils de la technologie moderne, il était possible de traduire le livre. Et grâce à cette traduction, on pouvait envisager d'exploiter tout un ensemble de créatures encore inconnues. Connais ton ennemi, telle était la devise d'Artemis. Et c'est ainsi qu'il s'était immergé dans les traditions du peuple pour assembler une gigantesque base de données sur ses principales caractéristiques. Mais ce n'était pas suffisant. Aussi avait-il fait passer une annonce sur le web. Homme d'affaires irlandais prêt à payer une somme importante en dollars américains pour rencontrer fées, lutins, farfadets ou autres. La plupart des réponses s'étaient révélées des escroqueries, mais celle de Ho Chi Minh Ville avait fini par être la bonne. Artemis était sans doute la seule personne vivante qui put tirer pleinement avantage de sa récente acquisition. Il conservait en la magie une croyance d'enfant que tempérait une détermination d'adulte à en tirer profit. S'il existait quelqu'un capable de soulager l'effet d'un peu de l'aurore magique, c'était bien Artemis Fowl le deuxième. Ils rejoignirent le manoir des Fowl dans les premières heures de la matinée. Artemis avait hâte d'ouvrir son fichier sur l'ordinateur, mais il décida d'aller d'abord voir sa mère. Angeline Fowl ne quittait pas son lit. Elle n'en avait plus bougé depuis la disparition de son mari. Tension nerveuse, disaient les médecins. On ne pouvait plus rien faire d'autre que prescrire du repos et des pilules pour dormir. Il y avait presque 1 an de cela à présent. Juliette, la petite sœur de Butler, était assise au pied de l'escalier. On aurait dit qu'elle essayait de creuser un trou dans le mur avec son seul regard. Même son mascara étincelant ne parvenait pas à adoucir l'expression de son visage. Artemis, lui, avait déjà vu ce regard. C'était juste avant qu'elle n'inflige ce qu'elle appelait un supplice à un livreur de pizza. Oui, un supplice à un livreur de pizza particulièrement insolent. Artemis en avait déduit que le supplice était une prise de lutte. Un sport pour lequel elle éprouvait une passion inhabituelle chez une jeune fille. Mais après tout, c'était une Butler. Des ennuis, Juliette? Elle se releva précipitamment. C'est ma faute, Artemis. Apparemment, j'ai laissé les rideaux entrebâillés. Mais Madame Fall n'a pas pu... oui. Madame Fall n'a pas pu dormir. Marmonna-t-il en montant lentement les marches du vieil escalier de chêne. Il s'inquiétait pour la santé de sa mère. Depuis longtemps maintenant, elle n'avait même plus revu la lumière du jour. D'un autre côté, si elle guérissait miraculeusement, si, animée d'une nouvelle énergie, elle sortait soudain de sa chambre,
serait l'annonce que l'extraordinaire liberté dont bénéficie Artemis toucherait à sa fin. Cela voudrait dire le retour à l'école. Et fini les entreprises délictueuses, mon garçon. Il frappa doucement l'un des battants de la double porte en arcade. Mère, vous êtes réveillée? Quelque chose s'écrasa contre la porte de l'autre côté du panneau. Quelque chose qui devait coûter assez cher à en juger par le son. Bien sûr que je suis réveillé. Comment pourrais-je dormir dans cette clarté aveuglante? Artemis s'aventura à l'intérieur. Un antique lit à baldaquin jetait dans l'obscurité des ombres pointues, et un ray de lumière pâle transperçait l'entrebâillement des rideaux de velours. Angeline Fall était assise dans son lit, les épaules voûtées, ses membres blafards brillant d'une lueur blanchâtre dans la pénombre. Artemis, mon chéri, où étais-tu passé? Il soupira. Elle le reconnaissait, c'était bon signe. J'étais parti en voyage avec l'école, mère. Une classe de neige en Autriche. Ah, la neige, le ski, chantonna Angeline. Comme ça me manque. Peut-être que ton père sera revenu. Artemis sentit sa gorge se serrer. Une réaction très inhabituelle. Oui, peut-être quand père sera revenu. Mon chéri, pourrais-tu fermer ces abominables rideaux? La lumière est insupportable. Bien sûr, mère. Artemis traversa la pièce à tâtons, prenant garde au coffre à vêtements qui parsemait le sol à hauteur de tibia. Ses doigts se refermèrent enfin sur les draperies de velours. Pendant un instant, il eut la tentation de les ouvrir en grand, puis il soupira et les ferma étroitement. Merci mon chéri. Ah, au fait, il faudrait envoyer cette bonne. Elle n'est vraiment bonne à rien. Artemis retint sa langue. Depuis 3 ans, Juliette travaillait avec courage et loyauté au service de la maison Fall. Le moment était venu d'utiliser à son avantage la distraction de sa mère. Vous avez raison, mère, bien sûr. Il y a déjà un certain temps que je voulais le faire. Butler a une sœur qui pourrait parfaitement la remplacer. Je crois que je vous ai déjà parlé d'elle. Elle s'appelle Juliette. Angeline fronça les sourcils. Juliette? Oui, le nom me dit quelque chose. De toute façon, n'importe qui conviendra mieux que la petite idiote que nous avons en ce moment. Quand pourrait-elle commencer? Tout de suite. Je vais dire à Butler d'aller la chercher dans la maison des gardiens. Tu es un gentil garçon, Artemis. Et maintenant, viens embrasser ta maman. Il s'avança vers les plis obscurs de la robe de chambre que portait sa mère. Elle avait une odeur de parfum, comme des pétales de fleurs dans l'eau. Mais ses bras étaient froids et graciles. Oh, mon chéri, murmura-t-elle, et sa voix donna la chair de poule à Artemis. J'entends des choses la nuit. Je les entends ramper sur les oreillers, et puis ils me rentrent dans les oreilles. Artemis sentit à nouveau sa gorge se serrer. Nous devrions peut-être ouvrir les rideaux, mère. Non, sanglota-t-elle en desserrant son étreinte. Non, parce que dans ce cas, je les verrai. Mère, s'il vous plaît. Mais c'était inutile. Angeline était partie. Elle se glissa à l'autre bout du lit, ramenant la couette sur son menton. Envoie-moi la nouvelle bonne. Oui, mère. Dis-lui d'apporter des tranches de concombre et de l'eau. Oui, mère. Angeline lui rejeta un regard insidieux. Et arrête de m'appeler mère, je ne sais pas qui vous êtes. Vous n'êtes certainement pas mon petit Artie. Artemis refoula quelques larmes rebelles. Bien sûr, désolé, mais... Désolé. Et ne remettez plus les pieds ici, ou je demanderai à mon mari de s'occuper de vous. C'est un homme très important, vous savez. Très bien, mademoiselle Fall, vous ne me reverrez plus. Ça vaudrait mieux pour vous. Angeline se figea brusquement. Vous les entendez? Artemis hocha la tête en signe de dénégation. Non, je n'entends pas d'eux. Ils viennent me chercher. Ils sont partout. Angeline se réfugia sous les couvertures. Artemis entendait encore ses sanglots terrifiés lorsqu'il descendit l'escalier. Le livre se révéla beaucoup plus récalcitrant que ne l'avait prévu Artemis. C'est comme s'il s'est opposé une résistance active. Il avait beau le faire passer par tous les programmes possibles, l'ordinateur restait muet. Artemis avait fait une copie papier de chaque page et les avait toutes punaisées au mur de son bureau. Parfois, il était utile de mettre les choses sur papier. L'écriture ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait, et pourtant elle lui paraissait étrangement familière. Constitué d'un mélange de symboles et de caractères, le texte paraissait onduler tout autour de la page sans ordre apparent. Il fallait créer un programme à partir d'un cadre de référence, un point central sur lequel construire un ensemble.
Il sépara les caractères les uns des autres, puis les compara à les textes écrits en anglais, chinois, grec, arabe, cyrillique et même en ogham, l'écriture des anciens Irlandais. Rien. L'humeur, assombrie par ses échecs, Artemis envoya promener Juliette lorsqu'elle l'interrompit pour lui apporter des sandwichs, et se replongea dans ses symboles. Le pictogramme qui revenait le plus fréquemment représentait une petite silhouette masculine. C'était en tout cas ce qu'il supposait, mais étant donné sa connaissance limitée de l'anatomie des faits, elle aurait pu tout aussi bien être féminine. Une idée lui vint alors en tête. Artemis ouvrit le fichier de son Power Translator consacré aux langues anciennes et sélectionna les hiéroglyphes égyptiens. Enfin, il avait marqué un point. La silhouette masculine ressemblait de manière frappante à la représentation du dieu Anubis, qui figurait sur les inscriptions de la chambre de Toutankhamon. Voilà qui recoupait ses autres découvertes. Les premières histoires écrites par les hommes parlaient de créatures féeriques, laissant entendre que leur civilisation avait précédé celle de l'homme lui-même. Il semblerait que les Égyptiens avaient simplement adapté à leurs propres besoins une écriture qui existait déjà. Il y avait d'autres ressemblances, mais les caractéristiques présentaient juste assez de différences pour échapper au filet de l'ordinateur. Il faudrait procéder manuellement. Oula, pourquoi c'est séparé ça? Ok. Chaque graphisme gnomique devait être agrandi, imprimé, puis comparé aux hiéroglyphes. Artemis sentit l'excitation du succès accélérer son rythme cardiaque, parce que chaque pictogramme ou caractère avait un équivalent égyptien. La plupart possédaient un sens universel, tel le soleil ou les oiseaux, mais d'autres semblaient appartenir exclusivement au monde surnaturel, et devaient être adaptés pour trouver leur correspondance. La silhouette d'Anubis, par exemple, n'avait aucune signification en tant que dieu à tête de chien, et Artemis l'interprétait comme représentation du roi des fées. Vers minuit, il avait entré avec succès ses découvertes dans le Mac. La seule chose qui lui restait à accomplir à présent, c'était d'activer la fonction décoder, ce qu'il fit, et il en émergea alors un long charabia alambiqué et incompréhensible. Un enfant normal aurait depuis longtemps renoncé à la tâche. Un adulte moyen aurait sans doute été réduit à donner un coup de poing rageur sur le clavier. Mais pas Artemis. Ce livre le narguait, et il n'allait pas lui abandonner la victoire. Les lettres étaient élucidées, il en était sûr. C'était l'ordre dans lequel elles étaient disposées qui pressentait une difficulté. Frontant ses yeux ensommeillés, Artemis examina à nouveau ses pages d'écriture. Chaque fragment était bordé d'une ligne continue qui délimitait peut-être des paragraphes ou des chapitres. En tout cas, il ne servait à rien de les lire à la manière habituelle, de gauche à droite et de haut en bas. Il fit diverses expériences. Il essaya de les lire de droite à gauche, à la manière des Arabes, ou en colonne comme les Chinois. Rien ne marchait. Il remarqua alors que toutes les pages avaient quelque chose en commun. Une partie centrale. Les autres pictogrammes étaient disposés autour de cet axe. Peut-être fallait-il partir de là? Mais dans quelle direction? Artemis étudiait les pages une par une pour essayer de découvrir un autre trait commun. Au bout d'un certain temps, il le trouva enfin. Sur chaque page, il y avait un minuscule signe en forme de pointe dans un coin du texte. S'agissait-il d'une flèche? D'une direction à suivre? Il faudrait alors commencer la lecture au milieu pour suivre la flèche et lire en spirale. Le logiciel de l'ordinateur n'est pas conçu pour un tel exercice, et Artemis dut improviser. Avec un cutter et une règle, il disséqua la première page du livre et réunit dans l'ordre traditionnel des langues européennes, de gauche à droite en rangée parallèle, puis il scanna à nouveau la page ainsi obtenue et la soumit au logiciel de traduction en langue égyptienne modifiée. Exemple de page incompréhensible. Hop. L'ordinateur ronronna, tandis qu'il convertissait les nouvelles données en langage binaire. À présent, à plusieurs reprises, il s'interrompit pour demander confirmation d'un caractère ou d'un symbole. Il le fit d'ailleurs de moins en moins à mesure qu'il assimilait le nouveau langage. Enfin, deux mots scintillèrent sur l'écran. Fichier converti. Les mains tremblantes d'épuisement et d'excitation, Artemis cliqua sur imprimer. Une unique page sortit de l'imprimante laser. Le texte était en anglais à présent. Certes, il y avait des erreurs, quelques mises au point s'imposaient, mais tout était parfaitement lisible et, plus important encore, parfaitement compréhensible. Avec la pleine conscience qu'il était sans doute le premier être humain depuis des milliers d'années à avoir réussi à décoder les mots magiques, Artemis alluma sa lampe de bureau et commença à lire. Le livre du peuple, instructions pour comprendre nos règles de vie et de magie. En herbes, potions et breuvages, en sortilèges de la vie,
Je serai ton maître à tout âge. Sans moi, tu perdras ta magie. Tu perdrais ta magie. En 10 fois 10 commandements, voici la réponse au mystère. Alchimie et enchantement deviendront pour toi source claire. Mais n'oublie pas que tu es fait d'être debout m'est une insulte. Malédiction sera lancée si tu trahis ma force occulte. Artemis entendait le sang battre à ses oreilles. Il les tenait. Ils allaient être comme des fourmis sous ses pieds. Leur moindre secret serait percé grâce à la technologie. Soudain, l'épuisement le submergea. Il s'abandonna contre le dossier de son fauteuil. Il y avait encore tant de choses à faire. 43 pages à traduire pour commencer. Il appuya sur le bouton de l'interphone relié à des haut-parleurs disséminés dans toute la maison. Butler, allez chercher Juliette et venez me rejoindre ici. Il va falloir m'aider à reconstituer un puzzle. À cet endroit du récit, il ne serait peut-être pas inutile de donner quelques indications sur l'histoire de la famille. En vérité, les Falls étaient des malfaiteurs légendaires. Pendant des siècles, ils avaient ferraillé du mauvais côté de la loi et avaient fini par rassembler suffisamment d'argent pour acquérir une certaine respectabilité. Comme vous pouvez s'y attendre, cette respectabilité n'était pas de leur goût, et ils avaient presque immédiatement replongé dans l'illégalité. C'était Artemis Ier, le père de notre protagoniste, qui avait mis en péril la fortune de la famille. Lorsque la Russie communiste s'était effondrée, Artemis Senior avait estimé judicieux d'investir une grande partie des capitales des Falls dans l'acheminement de marchandises diverses à destination de ce vaste continent. Tous ces nouveaux consommateurs, s'était-il dit, allaient avoir besoin de nouveaux biens de consommation. Mais la mafia russe n'avait guère apprécié qu'un occidental se mêle de s'installer sur son marché et avait donc décidé de lui envoyer un message. Le message avait pris la forme d'un missile Stinger volé qui avait été lancé sur le Fall Star au moment où le cargo passait devant Mourmansk. Artemis Senior se trouvait à bord du navire, en compagnie de l'oncle de Butler et de 250 000 boîtes de soda à la noix de cola. L'explosion avait été de plus spectaculaire. Les Falls n'étaient pas tombés dans la misère pour autant, loin de là, mais ils avaient cessé d'être milliardaires. Une situation à laquelle Artemis II comptait bien remédier. Il était fermement décidé à rétablir la fortune familiale, et allait le faire à sa façon, qui était unique en son genre. Une fois le livre traduit, Artemis pouvait commencer à se mettre sérieusement au travail. Il connaissait déjà son objectif ultime, et convenait à présent de trouver les moyens de l'atteindre. L'objectif, bien sûr, c'était l'or, l'acquisition d'une grande quantité d'or. Il semblait que le peuple éprouvait la même attirance que les humains pour le précieux métal. Chaque fée avait sa propre cachette, mais plus pour très longtemps, si Artemis parvenait à réaliser son projet. Lorsqu'il en aurait terminé, le peuple des fées compterait désormais au moins un individu qui se promènerait désormais les poches vides. Après 18 heures d'un sommeil profond et un petit déjeuner léger, Artemis monta dans le bureau qu'il avait hérité de son père. C'était une pièce d'apparence traditionnelle, chaîne sombre un peu partout, murs tapissés et de rayonnage du sol au plafond. Mais Artemis avait pris soin de la remplir d'un matériel informatique dernier cri. Une série de Mac en réseau ronronnait dans divers coins de la pièce. L'un d'eux était branché en permanence sur le site internet de CNN et relié au projecteur numérique qui déployait sur le mur, au fond, les images agrandies de l'actualité. Butler était déjà là, occupé à mettre les programmes en route. Fermez-les tous, à part celui du livre, j'ai besoin de tranquillité. Le serviteur eut une réaction de surprise. Le site CNN émettait en continu depuis près d'un an. Artemis était convaincu que la nouvelle du sauvetage de son père lui viendrait par ce canal. Le fermer signifiait qu'il avait fini par abandonner tout espoir. Tous? Artemis regarda le mur du fond pendant quelques instants. Oui, dit-il enfin. Tous. Butler prit la liberté de donner une unique petite tape sur l'épaule de son employeur en guise de réconfort avant de retourner à son travail. Artemis fit craquer ses jointures. Le moment était venu de faire ce pour quoi il était le plus doué. Manigancer d'inavouables agissements. Fin du chapitre 2. Je reprends donc le chapitre 3. Au lit. Étendu sur son lit, Holly Short bouillait d'une rage silencieuse, ce qui n'avait rien d'inhabituel. D'une manière générale, les Farfadets n'étaient pas réputés pour leur cordialité, mais Holly était d'une humeur particulièrement détestable, même pour une fée. En langage plus technique, c'était une elfe.
Le mot fée était un terme général. Elle était aussi un farfadet, mais uniquement à titre professionnel. Une description serait sans doute plus utile qu'un cours magistral sur la classification des fées. Holly Short avait une peau couleur noisette, des cheveux auburn coupés ras et des yeux de la même couleur que sa peau. Son nez était busqué et ses lèvres charnues, comme celles d'un chérubin, ce qui n'avait rien de surprenant puisque Cupidon était son arrière-grand-père. Sa mère était une elfe d'Europe dotée d'un caractère irascible et d'une silhouette élancée. Holly, aussi, avait un corps mince avec de longs doigts effilés, parfait pour s'enrouler autour d'une électrotique. La matraque réglementaire. Bien entendu, elle avait les oreilles pointues, avec une taille d'1 mètre exactement. Holly n'avait qu'un centimètre de moins que... je reprends. Avec une taille d'1 mètre exactement, Holly n'avait qu'1 centimètre de moins que la moyenne des fées, mais un unique centimètre peut faire une terrible différence quand on en a si peu à sa disposition. Le commandant Root était la cause de l'affliction de Holly. Root n'avait cessé de s'en prendre à elle depuis le jour où elle avait commencé à travailler avec lui. Le commandant s'offusquait du fait que le premier officier féminin dans l'histoire du service de détection avait été affecté à son unité. Le service de détection était connu pour être particulièrement dangereux, avec un taux de perte élevé, et Root pensait qu'une fille n'y avait pas sa place. Pourtant, il faudrait bien qu'il s'y fasse, car Holly Short n'avait aucune intention de démissionner, ni pour lui, ni pour quiconque d'autre. Même si elle n'était pas du tout disposée à le reconnaître, l'irascibilité de Holly avait peut-être une autre cause, le rituel. Depuis plusieurs lunes, elle s'était promis de l'accomplir, mais il lui semblait qu'elle n'en avait jamais le temps. Et si Root découvrait que ses réserves de magie étaient au plus bas, nul doute qu'elle serait aussitôt mutée à la circulation. Holly roula sur elle-même, se leva de son futon et se dirigea vers la douche d'un pas incertain. C'était l'un des avantages d'habiter près du centre de la Terre. L'eau était toujours chaude. Bien sûr, il n'y avait pas de lumière naturelle, mais c'était un prix modeste à payer en échange de la tranquillité. Sous terre, le dernier espace dépourvu d'êtres humains, il n'y avait rien de plus agréable que de rentrer chez soi après une longue journée de travail, d'éteindre son bouclier et de se plonger dans un bain de vase bouillonnante. Une véritable félicité. La fée s'habilla, remonta jusqu'au menton la fermeture de sa combinaison vert foncé, et fixant son casque sur sa tête. Les uniformes des farfadets étaient assez élégants de nos jours, pas comme les costumes genre petit matin radieux que ses membres avaient dû porter dans le temps. Des chaussures à boucles et des pantalons de golf. Non mais vraiment, pas étonnant que les farfadets soient devenus des êtres aussi ridicules dans le folklore humain. Mais finalement, c'était sans doute mieux ainsi. Si le peuple de la boue savait que le mot farfadet venait en fait des farfadets, un sigle qui désignait les forces armées de régulation auxquelles étaient rattachées les fées aériennes de détection. Ils prendraient sans doute des mesures pour les exterminer. Mieux valait rester invisible et laisser les humains garder leur idée toute faite. La lune se levait déjà en surface. Il ne restait donc pas assez de temps pour prendre un petit déjeuner convenable. Holly attrapa dans le réfrigérateur un reste de nectar d'ortie et le but en parcourant les tunnels comme d'habitude. Un véritable chaos régnait sur l'axe central. Les lutins volants qui encombraient l'avenue provoquaient un terrible embouteillage. Les gnomes n'arrangeaient rien avec leurs gros derrières qui se balançaient négligemment en bloquant 2 voies d'un coup. Les crapauds jureurs infestaient le moindre coin d'humidité en lançant des gros mots à faire rougir un pirate. Cette espèce un peu particulière était née d'une simple plaisanterie, mais s'est répandue comme une épidémie. Celui qui avait créé cette engeance aurait mieux fait d'oublier sa baguette magique ce jour-là. Holly se frayait un chemin à travers la foule en direction du poste de police. Il y avait déjà une véritable émeute devant les grands magasins pêle-mêle. Le caporal Newt des phares essayait de mettre un peu d'ordre. Holly lui souhaita bien du plaisir, un vrai cauchemar. Elle au moins avait la chance de travailler en surface. L'entrée du poste des phares était bondée et de mécontents. La guerre des gangs entre nains et gobelins avait à nouveau éclaté, et chaque matin, des hordes de parents furieux se précipitaient pour exiger qu'on libère leur progéniture innocente. Holly Short renifla d'un air dédaigneux. S'il existait vraiment un gobelin innocent, elle ne l'avait encore jamais rencontré.
Entassés dans les cellules, ils hurlaient à présent des slogans à la gloire de leur gang et se lançaient des boules de feu à la tête. Holly s'avança en écartant la foule à coups d'épaule. « Laissez passer !» grognait-elle. « Police !» Ils se précipitèrent sur elle comme des mouches sur un ver gluant. « Mon petit Grimpeau est innocent! Ce sont des brutalités policières !»« Officier, pourriez-vous apporter sa petite couverture à mon bébé chéri? Il n'arrive pas à dormir sans elle. » Holly mit sa visière en position réfléchissante et ne leur prêta aucune attention. Il y avait eu une époque où l'uniforme posait un certain respect. Ce n'était plus le cas. Aujourd'hui, il représentait plutôt une cible. « Excusez-moi, officier, mais je n'arrive plus à mettre la main sur mon bocal de verrues. » Ou « Excusez-moi, jeune elfe, mais mon chat est monté à une stalagmite et il est resté coincé tout en haut. » Ou encore « Si vous avez une minute, capitaine, vous pourriez peut-être m'indiquer le chemin de la fontaine de Jouvence. » Holly fut parcourue d'un frisson. Les touristes. Elle avait suffisamment d'ennuis comme ça. Et plus encore qu'elle ne croyait, comme elle n'allait pas tarder à s'en rendre compte. Dans le couloir, un nain kleptomane était occupé à voler dans les poches de tout le monde le long de la file d'attente des délinquants, y compris dans celle de l'officier auquel il était menotté. Holly lui passa son électrotrique dans le dos. La décharge brûla légèrement le fond de son pantalon de cuir. « Qu'est-ce que tu fiches là, Mulch ?» Le nain sursauta, laissant tomber de ses manches divers objets dérobés. « Capitaine Short !» gémit-il, l'air contrit. « Je ne peux rien, c'est dans ma nature. » « Je sais, Mulch, et notre nature à nous, c'est de te jeter au fond d'une cellule, pendant un siècle ou deux. » Elle lança un regard à l'officier qui avait arrêté le nain. « Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours aussi vif. » L'elfe rougit et s'agenouilla pour ramasser son portefeuille et son insigne tombé des manches de Mulch. Holly passa précipitamment devant la porte du bureau de route, espérant atteindre son box avant que... « Short ! Venez ici tout de suite !» Holly soupira. Allons bon, ça recommençait. Calant son casque sous son bras, Holly lissa les plis de son uniforme et entra dans le bureau du commandant Root. Le visage de son chef était violet de rage. C'était dans son cas un état plus ou moins permanent, qui lui avait valu le surnom de commandant rouge. Les paris étaient ouverts dans le service pour savoir combien de temps il tiendrait avant que son cœur n'explose. On pouvait raisonnablement miser sur un demi-siècle tout au plus. Le commandant Root tapotait le lunomètre attaché à son poignet. « Alors, dit-il d'un ton impérieux, vous appelez ça une heure pour venir travailler ?» Holly sentit son propre visage se colorer. Elle avait à peine une minute de retard. Il devait y avoir au moins une douzaine d'officiers qui n'étaient même pas encore arrivés. Mais c'était toujours elle que Root choisissait pour exercer son goût de la persécution. Les embouteillages, marmonna-t-elle maladroitement. Il y avait 4 fils bloqués sur l'avenue. « N'essayez pas de me faire avaler des excuses pareilles, c'est insultant, rugit le commandant. Vous savez bien que le centre-ville est encombré, vous n'avez qu'à vous lever quelques minutes plus tôt. C'est vrai, elle savait très bien comment on circulait à Haven. Short était une elfe des villes, née citadine et élevée comme telle. Depuis que les humains avaient commencé à faire des forages pour chercher des minerais et des combustibles, un nombre croissant de fées, chassées des forts situés à proximité de la surface, avaient dû se réfugier dans les profondeurs plus sûres de Havenville. La métropole était surpeuplée et sous-équipée. Il y avait même à présent un lobby qui cherchait à obtenir l'autorisation pour les automobiles de circuler dans le centre piétonnier, comme si l'endroit n'était pas suffisamment odorant avec tous ces gnomes de la campagne qui traînaient là-bas. Root avait raison, elle devrait se lever un peu plus tôt, mais elle ne le ferait pas tant que les autres n'y seraient pas forcés eux aussi. « Je sais à quoi vous pensez, dit le commandant. Pourquoi est-ce que je m'en prends toujours à vous? Pourquoi est-ce que je ne dis jamais rien aux autres fainéants ?» Holly resta silencieuse, mais l'approbation se lisait clairement sur son visage. « Vous voulez que je vous dise pourquoi ?» Holly se risqua à acquiescer d'un signe de tête. « C'est parce que vous êtes une fille. » Holly sentit ses doigts se replier en un poing serré. Elle le savait. « Mais ce n'est pas pour les raisons auxquelles vous songez, » poursuivit Root. « Vous êtes le premier élément féminin qui ait jamais été affecté au Farfadet. Le premier. Vous êtes un test pour la suite. Vous avez un flambeau à porter. Des millions de fées observent le moindre de vos gestes. De nombreux espoirs reposent sur vos épaules. Mais vous devez également faire face à beaucoup de préjugés. L'avenir de l'ordre public est entre vos mains, et pour le moment, je dirais qu'il a pesé un peu lourd. » Holly sia. Root ne lui avait jamais parlé de cette façon, d'habitude. C'était simplement « Attachez votre casque, tenez-vous droite et blablabla. » Vous devez toujours donner le meilleur de vous-même, Short, ce qui signifie être meilleur que tous les autres. Root soupira, s'enfonçant dans son fauteuil pivotant.
Mais franchement, Oli, je ne sais pas quoi vous dire depuis l'affaire de Hambourg. Oli fit une grimace. L'affaire de Hambourg s'était soldée par un véritable désastre. Un délinquant qu'elle avait arrêté s'était évadé en surface et avait tenté de demander asile au peuple de la boue. Root avait été obligé d'organiser une suspension temporelle, d'envoyer un commando de récupération et de procéder à 4 effacements de mémoire. La police avait perdu beaucoup de temps, tout ça par sa faute. Le commandant prit un formulaire sur son bureau. Ça ne servirait à rien d'insister. J'ai pris une décision. Je vous mute à la circulation et je vous remplace par le caporal Fronde. Front De Fronde explosa Oli. Mais c'est une poupée. Elle n'a rien dans la tête. Vous pouvez quand même pas en faire un test. Le teint de Root devint d'un violet encore plus foncé. Si, je le peux. Et c'est ce qui va se passer. Qui m'en empêcherait? Vous ne m'avez jamais donné le meilleur de vous-même. Ou alors, le meilleur de vous-même est insuffisant. Désolé, Short. Vous avez eu votre chance. Le commandant reporta son attention sur ses papiers. L'entretien était terminé. Oli resta là, atterrée. Elle avait raté son coup. La plus belle occasion qu'elle aurait jamais dans sa carrière. Elle l'avait gâchée. Une seule erreur avait suffi à transformer son avenir en passé. C'était injuste. Oli sentit une colère inhabituelle s'emparer d'elle. Mais elle la réprima. Ce n'était pas le moment de perdre son sang-froid. Commandant Root, je crois que je mérite une nouvelle chance. Root ne prit même pas la peine de lever les yeux de ses papiers. Et en quel honneur? Oli prit une profonde inspiration. À cause de mes états de service, ils parlent d'eux-mêmes. En dehors de l'histoire de Hambourg, 10 missions de détection réussies, pas un seul effacement de mémoire, pas une seule suspension temporelle à part l'histoire de Hambourg, acheva Root. Oli courut le risque. Si j'étais un mâle, dit-elle, un de vos précieux lutins, nous n'aurions même pas eu cette conversation. Root leva brusquement les yeux. Bon, écoutez-moi bien, capitaine Short. Il fut interrompu par la sonnerie d'un des téléphones posés sur son bureau. Un autre téléphone sonna, puis un troisième. Au même moment, un écran géant s'anima sur le mur derrière lui. Root enfonça le bouton du haut-parleur, mettant tous ses interlocuteurs en mode conférence. Oui, nous avons une évasion. Root hocha la tête. Y a quelque chose sur les scopes? Les scopes étaient le nom technique des instruments d'observation dissimulés dans les satellites de communication américains. Oui, dit le deuxième correspondant. Un signal bien net en provenant d'Europe, du sud de l'Italie exactement. Aucun bouclier. Root poussa un juron. Une fée sans bouclier pouvait être facilement vue par des mortels. Ce ne serait pas trop grave si le fuyard avait une apparence d'humanoïde. Classification? Mauvaise nouvelle, commandant, répondit le troisième correspondant. Il s'agit d'un troll en vadrouille. Root se frotta les yeux. Pourquoi ces sauges-là arrivaient-elles toujours lorsqu'il était de service? Oli comprenait qu'il soit irrité. Les trolls étaient les créatures les plus malfaisantes des profondeurs. Ils erraient dans les labyrinthes de tunnels et s'en prenaient à quiconque avait la malchance de croiser leur chemin. Leur cerveau minuscule ne laissait place à aucune retenue, aucun respect des lois. De temps à autre, l'un d'eux arrivait à se faufiler dans un puits à pression. Le plus souvent, il était carbonisé par le courant d'air brûlant, mais parfois il survivait et se trouvait propulsé à la surface. Rendu fou par la douleur et la lumière si faible qu'elle fût, il s'employait généralement à tout détruire sur son passage. Root secoua rapidement la tête pour reprendre contenance. Ok, capitaine Short, la voilà votre nouvelle chance, on dirait. J'imagine que vous êtes chauffé au rouge, question magie. Oui, commandant, mentit Oli, sachant bien que Root la suspendrait immédiatement de ses fonctions si elle savait s'il savait qu'elle avait négligé le rituel. Très bien, allez prendre une arme et transportez-vous sur l'objectif. Oli jeta un coup d'œil à l'écran. Les scopes transmettaient des images à haute résolution d'une ville fortifiée italienne. Un point rouge se déplaçait rapidement dans la campagne en direction de la population humaine. Procédez à une reconnaissance détaillée et revenez faire votre rapport. Ne tentez aucune manœuvre de récupération, vous m'avez bien compris? Oui, commandant. Nous avons perdu 6 membres des phares lors d'attaques de trolls ces 3 derniers mois. 6 morts et c'était sous terre en territoire connu. Je comprends, commandant. Root pinça les lèvres d'un air sceptique. Vous comprenez, vraiment, Short. Pour de bon. Je crois, commandant. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce qu'un troll est capable de faire à un être de chair et de sang? Non, commandant, pas de près. Très bien, alors arrangez-vous pour qu'aujourd'hui ne soit pas la première fois. Compris. Root lui lança un regard noir. Je ne sais pas comment ça se fait, capitaine, mais chaque fois que vous approuvez ce que je dis, je ne me sens pas du tout tranquille. Root avait raison de ne pas se sentir tranquille. S'il avait su comment cette simple mission de détection allait tourner, il aurait sans doute choisi de prendre immédiatement sa retraite. Ce soir-là,
Une page d'histoire était sur le point de s'écrire. Et ce ne serait pas un événement heureux du genre découverte du radium ou premier pas de l'homme sur la Lune. Ce serait plutôt un grand malheur, style Inquisition espagnole ou voyage du Hindenburg. Un malheur pour les humains et pour les fées. Un malheur pour tout le monde. Holly se rendit directement dans la zone des puits. Habituellement bavarde, elle serrait les lèvres et sa bouche n'était plus qu'un trait sombre qui exprimait sa détermination. Sa nouvelle chance était là. Elle allait se concentrer sur sa tâche et ne se laisserait distraire par rien. L'habituelle queue des amateurs de vacances qui espéraient obtenir un visa de sortie s'étendait jusqu'au coin de la place des Ascensions. Mais Holly contourna la file d'attente en brandissant son insigne. Un gnome querelleur refusa de s'écarter. Vous autres, les gens des phares, vous voulez toujours passer avant tout le monde. Pour qui vous prenez? Holly inspira profondément par le nez. Courtoisie en toutes circonstances. Mission de police, monsieur, et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le gnome gratta son dos massif. J'ai entendu dire que vous autres, les gens des phares, vous vous inventez des missions pour aller admirer le clair de lune. C'est ce qu'on m'a dit. Holly s'efforça d'esquisser un sourire amusé, mais le rictus qui se forma sur ses lèvres aurait plutôt laissé penser qu'elle venait de sucer un citron. Celui qui vous a dit ça est un imbécile, monsieur. Les membres des phares ne s'aventurent en surface qu'en cas de nécessité absolue. Le gnome fronça les sourcils. De toute évidence, il avait inventé la rumeur lui-même et soupçonnait Holly de l'avoir traité d'imbécile en toute connaissance de cause. Mais avant qu'il ait pu tirer une conclusion définitive, elle s'était déjà faufilée de l'autre côté de la porte à double battant. Foali l'attendait dans la salle des opérations. Foali était un centaure paranoïaque, convaincu que les services secrets humains surveillaient son réseau de transport et d'observation. Pour les empêcher de lire dans ses pensées, il portait en permanence un chapeau en papier d'aluminium. Il leva vivement les yeux lorsque Holly franchit la double porte pneumatique. « Quelqu'un vous a vu entrer ?» Elle réfléchit un instant. « Le FBI, la CIA, la NSA, la DEA, le MI6 et le TLMDI. » Foali fronça les sourcils. « Le TLMDI ? » Tout le monde dans l'immeuble, répondit Holly avec un sourire goguenard. Foali se leva de son fauteuil pivotant et s'approcha d'elle dans un bruit de sabots. C'est très drôle, Short, absolument désopilant. Je pensais que l'affaire de Hambourg vous aurait un peu rabattu le caquet. Si j'étais vous, je me concentrerais sur le travail à faire. Holly reprit son sérieux. Il avait raison. Ok, Foali, expliquez-moi tout ça. Le centaure lui montra des images retransmises en direct par le satellite Eurosat sur un grand écran à plasma. Ce point rouge représente le troll. Il se dirige vers Martina Franca, une ville fortifiée proche de Brindisi, au sud de l'Italie. D'après ce que nous savons, il a réussi à entrer dans le conduit E7 qui était en phase de refroidissement après un tir en surface. C'est pour ça que le troll n'avait pas fini sous forme de steak carbonisé. Holly fit une grimace. Charmant, pensa-t-elle. Nous avons eu de la chance que notre cible trouve de la nourriture sur son chemin. Il a attrapé 2 vaches sur lesquelles il a pu se faire les dents. Pendant 1 heure ou 2, ça nous a fait gagner un peu de temps. 2 vaches s'éclama Holly. Il est gros comment ce troll? Foali rajusta son bonnet d'aluminium. C'est un mâle adulte, pleinement développé, 180 kg avec des défenses de sanglier sauvage. Vraiment très sauvage. Holly déglutit difficilement. Soudain, il lui sembla nettement préférable de travailler au service de détection plutôt que dans les commandos de récupération. Bien, et qu'est-ce que vous avez pour moi? Foali s'approcha au petit trot de la table des accessoires sur laquelle il prit ce qui ressemblait à une montre bracelet rectangulaire. C'est un localisateur. Vous trouverez le troll et nous on vous retrouve grâce à cet appareil. Travail de routine. La vidéo? Le centaure longea un petit cylindre dans une rainure prévue à cet effet sur le casque de Holly. Retransmission directe, batterie nucléaire, pas de limite de temps, le micro est activé par le son de la voix. Très bien, approuva-t-elle. Root a dit que je devais emprunter une arme sur ce coup-là, au cas où. J'ai toujours une bonne longueur d'avance, répondit Foali. Il prit sur sa table un pistolet en platine. C'est un Neutrino 2000, expliqua-t-il, le dernier modèle. Même les gangs des tunnels n'en ont pas, avec 3 positions, s'il vous plaît. Légèrement grillé, bien cuit, réduit en cendres. Énergie nucléaire également. Alors vous pouvez y aller, ce bébé-là vous survivra pendant environ 1000 ans. L'arme était légère et Holly la cala facilement dans le holster qu'elle portait sous l'aisselle. Je suis prête, je crois. Foali gloussa de rire. J'en doute. Personne ne peut se vanter d'être vraiment prêt quand il s'agit d'un troll. Merci pour les encouragements, ça donne confiance. La confiance est de l'ignorance, déclara le centaure d'un ton docte. Quand on se sent sûr de soi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ignore. Holly songea à discuter, mais elle y renonça. Peut-être parce qu'elle avait la vague impression que Foali disait vrai.
Les puits à pression étaient activés par des colonnes gazeuses qui s'échappaient du cœur de la Terre. Sur les indications de Foali, les techniciens des phares avaient réalisé des capsules de titane en forme d'œuf, qui pouvaient être propulsées par les courants souterrains. Les capsules étaient équipées de moteurs indépendants, mais rien ne valait une bonne vieille explosion d'énergie venue du centre de la Terre pour atteindre la surface en un temps record. Foali emmena Oli jusqu'au conduit E7, en passant devant la longue rangée de portes d'embarquement qui donnait accès aux autres puits. La capsule posée sur son socle paraissait bien fragile pour être lancée par un flux de magma. Sa partie inférieure était noircie par le feu et criblée de bosses dues à des projections de roches. Le centaure tapota affectueusement une aile de l'engin. Ça fait 50 ans que ce bébé-là est en service, le plus vieux modèle qu'on puisse encore avoir dans les conduits. Oli déglutit avec difficulté. Les puits à pression l'inquiétaient suffisamment sans avoir besoin de surcroît de voyager dans une antiquité. Quand est-ce qu'on va la retirer de la circulation? Foali gratta son poitrail velu. Avec les crédits qu'on nous donne, il faudra attendre qu'il y ait un mort. Oli actionna la manivelle qui ouvrait la lourde porte, dont la garniture de caoutchouc céda dans un sifflement. La capsule n'avait pas été conçue pour offrir un grand confort à son passager. Elle était tout juste assez grande pour contenir un siège à harnais au milieu de tout un fratras électronique. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-elle en montrant du doigt une tache grisâtre sur l'appui-tête du siège. Foali parut un peu gêné. Des sécrétions cérébrales, je crois. Nous avons eu une fuite dans la pressurisation lors de la dernière mission. Mais c'est réparé maintenant, et l'officier a survécu. Il a perdu quelques points de QI, mais il est vivant. Il arrive encore à se nourrir d'aliments liquides. Ah bon, dans ce cas ça va, lança Oli d'un ton narquois en se glissant parmi les câbles entremêlés. Foali l'attacha dans son harnais, vérifia soigneusement chaque sangle. Tout va bien? Elle acquiesça d'un signe de tête. Foali tapota le micro du casque. On garde le contact, dit-il avant de verrouiller la porte de la capsule. N'y pense pas, se dit Oli. Ne pense pas au flot de magma chauffé à blanc qui va engloutir ton minuscule vaisseau. Ne pense pas que tu vas être propulsé vers la surface à une vitesse de Mach 2 par une force qui essaiera de te retourner comme un gant. Et ne pense surtout pas à ce troll assoiffé de sang prêt à t'arracher les entrailles avec ses défenses de sanglier sauvage. Non, ne pense à rien de tout ça. D'ailleurs, il est trop tard. La voix de Foali retentit dans son écouteur. T-20 secondes, dit-il, nous sommes branchés sur un canal de sécurité au cas où le peuple de la boue aurait commencé à surveiller nos communications souterraines. On ne sait jamais. Un jour, un pétrolier du Moyen-Orient a intercepté une de nos transmissions. Ça a provoqué une jolie pagaille. Oli ajusta le micro de son casque. Concentrez-vous, Foali, ma vie est entre vos mains. Hein? Ah oui, excusez-moi. On va vous mettre sur les rails pour vous envoyer dans le puits principal du conduit E7. Il y aura une éruption d'une minute à l'autre. Elle devrait vous faire passer les 100 premiers kilomètres. Ensuite, il faudra vous débrouiller seul. Oli hocha la tête, refermant les doigts sur les deux poignées du manche à balai. Checklist terminée, vous pouvez y aller. Les moteurs de la capsule s'allumèrent dans un bruit de bourrasque. Le minuscule engin se mit à trépider dans son conduit en secouant Oli comme une bille dans un hochet. Elle avait du mal à entendre Foali qui lui parlait dans son écouteur. Vous êtes maintenant dans le puits secondaire, préparez-vous au décollage, sorte. Oli prit un cylindre de caoutchouc sur le tableau de bord et l'enfonça entre ses dents. Pas la peine d'avoir une radio, si on avale sa langue. Elle brancha les caméras externes et activa les écrans. L'entrée du puits principal E7 glissait lentement vers elle. Une brume de chaleur ondoyait à la lueur des feux d'atterrissage. Des étincelles enflammées voletaient dans le conduit secondaire. Oli n'entendait pas le rugissement qui résonnait tout autour, mais elle l'imaginait. Un vent a arraché la peau soufflait en produisant le même vacarme qu'un million de trolls en train de hurler. Les doigts de Oli se crispèrent sur les poignées du manche à balai. La capsule s'arrêta tout au bord du conduit. Le puits vertical s'étirait des profondeurs, de la terre jusqu'à la surface. Immense, infini, Oli allait ressembler à une fourmi précipitée dans un tuyau de vidange. Ok, crépita la voix de Foali dans l'écouteur. Accrochez-vous à votre petit déjeuner. Les montagnes russes, c'est une promenade de santé à côté de ça. Oli hocha la tête. Il lui était impossible de parler avec le morceau de caoutchouc dans la bouche. Mais le centaure pouvait la voir grâce à la caméra de bord. Sayonara, ma jolie, dit Foali et il appuya sur le bouton. Le socle de la capsule bascula, projetant Oli dans les abysses. Son estomac se contracta tandis que la force d'accélération l'entraînait vers le centre de la Terre.
Le service de sismologie avait installé 1 million de capteurs tout au fond et pouvait prédire avec un taux de succès de 99,8% la fréquence des explosions de magma. Mais il restait toujours 0,2%. La chute sembla durer une éternité. Au moment où Holly se préparait mentalement à finir dans un tas de ferraille, elle la sentit enfin. Une vibration inoubliable. La sensation qu'au dehors de sa sphère minuscule, le monde était sur le point d'éclater. Ça y est, pensa-t-elle. Elette, dit-elle en parvenant à cracher le mot malgré le cylindre de caoutchouc. Foali lui avait peut-être répondu mais elle ne pouvait plus l'entendre. Elle n'aurait même pas pu s'entendre elle-même. Elle vit cependant sur son écran de contrôle les ailettes de stabilisation se mettre en place. Le flux de magma la frappa de plein fouet, comme un ouragan faisant tournoyer la capsule jusqu'à ce que les ailettes rétablissent l'équilibre. Des roches à moitié fondues criblaient la partie inférieure de l'engin en le projetant contre les parois. Holly rectifiait la trajectoire à coups de manche à balai. La chaleur était effarante dans cet espace confiné. Il y aurait eu de quoi rôtir un être humain. Mais les poumons d'une fée sont d'une toute autre constitution. L'accélération distendait son corps comme avec des mains invisibles, étirant la peau sur ses bras et son visage. Holly battit des paupières pour chasser de ses yeux des gouttes de sueur salée. Elle se concentra sur son écran de contrôle. L'explosion avait complètement englouti la capsule et la poussée était d'une puissance exceptionnelle. Force 7 au bas mot, avec une étendue d'au moins 500 mètres. Un magma aux rayures orange tourbillonnait dans un sifflement assourdissant autour de l'engin, cherchant un point faible dans l'enveloppe de métal. La capsule gémissait, protestait, les rivets de 50 ans d'âge menaçaient de sauter comme des bouchons. Holly hocha la tête. La première chose qu'elle allait faire à son retour serait de donner un grand coup de pied dans le derrière chevalin de Foali. Elle avait l'impression d'être une noisette dans sa coquille, prise entre les molaires d'un gnome, autrement dit, condamnée. Une plaque métallique à l'avant de l'engin se tordit, s'enfonçant soudain comme si elle avait été frappée par un poing gigantesque. L'indicateur de pression se mit à clignoter. Holly sentit sa tête comme serrée dans un étau. Ses yeux seraient les premiers à céder, jaillissant de leur orbite comme des fruits mûrs. Elle vérifia les cadrans. Encore 20 secondes et elle sortirait du flux de magma pour être portée par les forces thermiques de l'écorce terrestre. Elle crut que ces 20 secondes ne finiraient jamais. Holly abaissa la visière de son casque pour se protéger les yeux, passant enfin la dernière barrière rocheuse. Et soudain, la capsule sortit du chaos. Flottant sur une spirale d'air chaud relativement plus calme, Holly ajouta la force de ses propres moteurs au courant ascendant qu'elle n'avait pas de temps à perdre à se promener au gré des vents souterrains. Au-dessus d'elle, un cercle de lumière au néon indiquait la zone d'atterrissage. Elle fit basculer l'engin en position horizontale et se dirigea à vue vers les points d'ancrage. C'était une manœuvre délicate. De nombreux pilotes des Farfadets avaient réussi à arriver jusque-là, avaient perdu un temps précieux en ratant leur amarrage. Mais pas Holly. Elle avait ça dans le sang. Première de sa promotion à l'académie, elle appuya encore une fois sur la manette des gaz, puis laissa la capsule parcourir les dernières centaines de mètres en planant sur sa lancée. À l'aide du palonnier qu'elle manœuvrait avec les pieds, elle pénétra en douceur dans le cercle de lumière et descendit sur son socle. Dans l'air d'atterrissage, les bras articulés pivotèrent pour venir se loger dans leur rainure. Elle était saine et sauve. Holly détacha le harnais de sécurité en faisant claquer la boucle sur sa poitrine. Une fois la porte étanche ouverte, l'air de la surface inonda de sa douceur l'intérieur de la capsule. Allô? Rien n'était tu vois. plus délicieux que cette première bouffée de fraîcheur après l'ascension d'un puits. Elle respira profondément, vidant ses poumons de l'air confiné de l'engin. Comment était-il possible que le peuple ait jamais quitté la surface de la Terre? Parfois elle regrettait que ses ancêtres ne soient pas restés pour affronter le peuple de la boue. Mais elle était décidément trop nombreux. À la différence des fées qui ne pouvaient mettre au monde qu'un seul enfant tous les 20 ans, les êtres de la boue avaient la faculté de se reproduire comme des rongeurs. La multitude aurait eu raison de la magie elle-même. Tout en appréciant l'air de la nuit, Holly sentait tous les produits polluants qui y flottaient. Les êtres de la boue détruisaient tout ce qu'ils touchaient. Bien sûr, ils avaient cessé de vivre dans la boue. Dans ce pays-là, en tout cas. Oh oui, c'était bien fini. Maintenant, ils avaient de vastes demeures luxueuses avec des pièces différentes pour tout. Des pièces pour dormir, des pièces pour manger, et même une pièce pour aller aux toilettes.
Dans la maison de Holly, dans la maison, Holly eut un frisson de dégoût. Comment pouvait-on avoir l'idée d'aller aux toilettes à l'intérieur de sa propre maison? Répugnant. La seule chose utile dans le fait d'aller aux toilettes, c'était de rendre ces substances minérales à la terre. Mais même ça, le peuple de la boue avait réussi à le gâcher, en traitant la matière avec des bouteilles remplies de produits chimiques bleuâtres. Si quelqu'un lui avait dit un siècle auparavant que les humains allaient ôter aux fertilisants tout ce qu'ils contenaient d'utile à la fertilité, elle leur aurait conseillé de se faire percer quelques trous dans le crâne pour y laisser passer un peu d'air. Holly décrocha une paire d'ailes de son support. C'étaient des doubles ovales avec un vieux moteur essoufflé. Elle poussa un grognement. Des libellules. Elle détestait ce modèle. Moteur à essence, imaginez-vous, et plus lourd qu'un cochon sortant de son bain de boue. Le Colibri Z7, ça c'était du matériel. Silencieux comme un murmure, avec une batterie solaire alimentée par des satellites équipés de réflecteurs qui vous permettaient de faire 2 fois le tour de la Terre. Mais là encore, on manquait de crédit. Le localisateur attaché à son poignet émit un bip. Elle avait le contact. Holly sortit de la capsule et descendit sur l'aire d'atterrissage. Elle se trouvait à l'intérieur d'un de ces monticules de terre camouflés, communément désignés sous le nom de Fort de Fées. C'est là que le peuple vivait jusqu'à ce qu'il soit chassé dans les profondeurs. L'équipement technologique était modeste, quelques écrans de contrôle pour surveiller l'extérieur, et un dispositif d'autodestruction en cas de découverte intempestive par des humains. Il n'y avait rien sur les écrans, la voie était libre. Les portes pneumatiques avaient été légèrement tordues par le troll quand il les avait enfoncées pour s'échapper. Sinon, tout paraissait en bon état. Holly fixa les ailes sur son dos, puis elle sortit dans le monde extérieur. La nuit italienne était fraîche et vive, imprégnée d'un parfum de vigne et d'olive. Des cigales stridulaient dans l'herbe sauvage, et des papillons de nuit voletaient à la lueur des étoiles. Holly ne put s'empêcher de sourire. Ça au moins, ça valait la peine de prendre des risques. En parlant de risques, elle consulta son localisateur. Le bip était beaucoup plus intense à présent. Le troll avait presque atteint les remparts de la ville. Elle pourrait apprécier les agréments de la nature lorsque sa mission serait terminée. Pour le moment, il était temps d'agir. Holly essaya de mettre le moteur en marche en tirant par-dessus son épaule. Le câble du démarreur. Rien. Elle enragea en silence. Tous les enfants gâtés de Havenville avaient un colibri lorsqu'ils partaient en vacances de la nature, mais les membres des phares, eux, devaient se contenter d'ailes qui, même à l'état neuf, étaient bonnes pour la ferraille. Elle tira à nouveau sur le câble, 1 fois, 2 fois. Au 3e coup, le moteur démarra enfin, crachant dans la nuit un jet de fumée et de vapeur d'essence. Il était temps, grommela Holly, en poussant à fond les manettes des gaz. Les ailes se mirent en mouvement, puis, dans un battement régulier, emportèrent à grande peine le capitaine Short dans le ciel nocturne. Même sans le localisateur, le troll aurait été facile à suivre. Il avait tout détruit sur son passage, avec autant d'efficacité qu'un tunnelier. Holly volait à basse altitude, se faufilant entre les arbres et les traînées de brume, suivant les traces du troll. Le monstre fou avait creusé un chemin en plein milieu d'une vigne, transformé un mur de pierre en décombre et terrorisé un chien de garde qui jappait lamentablement sous une haie. Holly survola alors les 2 vaches. Ce n'est pas un spectacle très réjouissant. Sans entrer dans les détails, disons simplement qu'il ne restait plus grand chose à part les cornes et les sabots. Le bip, accompagné d'une lumière rouge, retentissait de plus en plus fort. Plus fort signifiait plus proche. Holly voyait la ville qui s'étendait au-dessous d'elle, nichée au sommet d'une colline basse, entourée de remparts crénelés qui dataient du Moyen-Âge. La plupart des fenêtres étaient encore allumées, et il était temps de pratiquer un peu de magie. Bien souvent, la magie qu'on attribue au peuple relève simplement de la superstition. Certains de ces pouvoirs sont cependant bien réels. Par exemple, le don de guérison, le mesmer et le bouclier. Bouclier n'est d'ailleurs pas le terme qui convient. En réalité, les fées ont la faculté de faire vibrer leur corps à des fréquences si élevées qu'elles ne restent jamais au même endroit assez longtemps pour qu'on ait le temps de les voir. Les humains peuvent parfois percevoir un très léger scintillement dans l'air lorsqu'ils regardent avec une attention suffisante, ce qui est rarement le cas, mais quand il leur arrive de remarquer ce scintillement, ils l'attribuent généralement à un processus d'évaporation. Inventer une raison compliquée pour expliquer un phénomène simple est d'ailleurs typique du peuple de la boue. Holly déclencha son bouclier. Il lui fallut un peu plus de temps qu'à l'ordinaire. Les efforts qu'elle dut produire firent apparaître des gouttes de sueur sur son front.
Je devrais véritablement accomplir le rituel, songea-t-elle, et le plus tôt sera le mieux. Un grand fracas au niveau du sol vint interrompre ses pensées. Quelque chose qui ne collait pas avec des bruits habituels de la nuit. Holly régla les gouvernes de son engin pour les voir de plus près. Voir seulement, se répéta-t-elle, car tel était son travail. Les officiers du service de détection étaient envoyés en surface dans les puits à pression pour aller repérer les cibles, alors que les commandos de récupération voyageaient dans une belle navette bien confortable. Le troll était juste au-dessous d'elle, frappant à grands coups la muraille extérieure dont de gros morceaux de pierre se détachaient sous ses mains puissantes. Holly en eut le souffle coupé, c'était un véritable monstre, aussi grand qu'un éléphant et 10 fois plus méchant. Mais pire encore que méchant, il était affolé. Allô, centre de contrôle dit-elle dans son micro, fugitif localisé. Situation critique en surface. Ce fut Root lui-même qui répondit. Précisez, capitaine. Holly dirigea sa caméra vidéo sur le troll. Fugitif en train de franchir le mur de la ville. Contact imminent avec les humains. À quelle distance se trouve la récupération? Temps estimé 5 minutes minimum. Nous sommes encore dans la navette. Holly se mordit la lèvre. Root était dans la navette. C'est trop long, commandant. Toute la ville va exploser dans 10 secondes. J'y vais. Négatif, Holly. Capitaine Short. Vous n'y avez pas été invité. Vous connaissez la loi. Maintenez votre position, c'est tout. Mais, commandant, Root l'interrompit. Il n'y a pas de mais, capitaine. Restez où vous êtes, c'est un ordre. Holly eut l'impression que son corps tout entier n'était plus qu'un battement de cœur. Les vapeurs d'essence lui brouillaient le cerveau. Que pouvait-elle faire? Quelle était la bonne décision? Sauver des vies ou obéir aux ordres? Le troll réussit alors à ouvrir une brèche dans la muraille et une voix d'enfant déchira la nuit. Aïto! Cria la voix. Au secours, une invitation à agir, sans tarder. Désolé, commandant, le troll est fou furieux, il y a des enfants en face de lui. Elle imaginait parfaitement le visage de Root, violacé de fureur, tandis qu'il crachait dans le micro. Je vous arracherai vos galons, Short. Vous passerez les 100 prochaines années au service des égouts. Mais c'est inutile. Holly avait débranché son propre micro et s'était lancé sur les traces du troll. Tendant son corps pour améliorer l'aérodynamisme, le capitaine Short s'engouffra dans la brèche que le troll avait ouverte dans la muraille. Elle se retrouva dans ce qui paraissait être un restaurant, et un restaurant bondé. Le troll, momentanément aveuglé par la lumière électrique, gesticulait de tous ses membres au milieu de la salle. Les clients étaient pétrifiés, même l'enfant qui avait appelé au secours restait à présent sans voix. Les convives bouche bée immobiles sur leurs chaises semblaient un peu ridicules avec les chapeaux pointus qu'ils avaient coiffés pour faire la fête. Les serveurs s'étaient figés sur place, de grands plateaux de pâtes frémissant entre leurs mains tremblantes. Des bébés italiens joufflus se couvraient les yeux de leurs doigts potelés. C'était toujours comme ça au début. Un silence stupéfait. Ensuite, venaient les hurlements. Une bouteille de vin se brisa par terre. La fascination fut rompue. Le tohu-bohu se déclencha. Holly fit la grimace. Les trolls détestaient le bruit presque autant que la lumière. La créature souleva ses épaules massives et velues. Ses griffes rétractables jaillirent de ses doigts avec un bruit sinistre. Comportement classique du prédateur. La bête était sur le point d'attaquer. Holly sortit son arme et la régla sur la position numéro 2. Elle n'avait pas le droit de tuer le troll, quelles que soient les circonstances. Pas pour sauver des humains, mais elle ne pouvait sans nul doute le mettre hors de combat en attendant l'arrivée du commando de récupération. Visant le point faible à la base du crâne, elle infligea au troll une longue décharge de rayons ionisants, à haute concentration. La créature vacilla et fit quelques pas en trébuchant, puis fut saisie d'une fureur intense. Ce n'est pas grave, pensa Holly, j'ai déclenché mon bouclier. Elle était invisible, quiconque regarderait dans sa direction penserait que le rayon bleu de son arme venait de nulle part. Le troll se tourna vers elle, ses dreadlocks crasseuses oscillant comme des chandelles. Pas de panique, il ne peut pas me voir. Le troll s'empara d'une table. Invisible, totalement invisible. Il leva son bras hirsute et la lança. Juste un léger scintillement dans l'air, la table fut projetée droit vers sa tête. Holly fit un pas de côté, une seconde trop tard. La table heurta l'engin attaché sur son dos et arracha le réservoir d'essence qui se mit à tournoyer dans les airs en répandant son contenu inflammable. Comme chacun sait, les restaurants italiens sont pleins de chandelles. Le réservoir passa au-dessus d'un candélabre ornementé qui explosa comme un feu d'artifice meurtrier. La grande partie de l'essence se déversa sur le troll, et Holly tomba sur lui à son tour. Le troll la voyait, impossible d'en douter. Il la regardait en plissant les yeux
pour se protéger de la lumière. Ses sourcils crispés en une grimace de douleur apeurée. Le bouclier de Holly ne fonctionnait plus, ses réserves de magie étaient épuisées. Holly se tortilla entre les mains du troll pour essayer de lui échapper. C'était inutile. Les doigts de la créature avaient la taille d'une banane, mais ils étaient beaucoup moins tendres. Sauvagement, sans effort, il lui écrasait la cage thoracique, pour en faire sortir jusqu'au dernier souffle d'air. Des griffes pointues comme des aiguilles s'enfonçaient dans le tissu renforcé de son uniforme. Dans un instant, elle allait parvenir à le transpercer et ce serait la fin. Holly n'avait plus les idées claires. Le restaurant était devenu une sorte de manège chaotique. Le troll faisait grincer ses défenses et ses molaires graisseuses, essayant de mordre et je reprends. Le troll faisait grincer ses défenses et des molaires graisseuses essayaient de mordre son casque. Holly sentait son haleine fétide à travers ses filtres. Elle sentait aussi une odeur de fourrure brûlée à mesure que le feu se répandait le long du dos de la créature. La langue verdâtre de la bête passa sur sa visière en laissant une traînée gluante. La visière, c'était ça la dernière chance. Holly réussit à glisser sa main libre jusqu'aux commandes de son casque. Les feux de tunnel, plein phare. Elle appuya sur le bouton incurvé et 800 watts de lumière non filtrée jaillirent aussitôt des deux projecteurs au-dessus de ses yeux. Le troll se cabra. Un cri perçant jaillit comme une explosion d'entre ses dents monstrueuses. Des dizaines de verres et de bouteilles volèrent en éclats sur les tables et les étagères. C'en était trop pour la malheureuse créature, frappée par un rayon ionisant, embrasée et maintenant aveuglée. Le choc et la douleur s'insinuèrent jusqu'à son cerveau minuscule en lui ordonnant de se mettre hors service. Le troll obéit, s'abattant sur le sol avec une raideur presque comique. Holly dut rouler sur elle-même pour éviter une de ses défenses qui menaçait de la faucher. Il y eut un silence total, en dehors des tintements de verre, du crépitement, de la fourrure en feu et des soupirs de soulagement soudain exhalés. Holly se releva péniblement. Une multitude de regards s'étaient fixés sur elle. Des regards humains. Elle était visible à 100%. Pour l'instant, ces humains paraissaient plutôt satisfaits, mais ils ne le resteraient pas très longtemps. Ce n'est pas l'habitude dans cette espèce. Une manœuvre d'apaisement s'imposait. Holly leva ses mains vides, un geste de paix. Scusatemi tutti, dit-elle, les mots coulant sans effort de sa bouche. Les Italiens, toujours courtois et élégants, murmurèrent que ce n'était rien du tout. Holly plongea lentement la main dans sa poche et en sortit une petite sphère qu'elle posa par terre au milieu de la salle. Guardate, dit-elle, regardez. Les clients du restaurant obéirent, se penchant en avant pour observer la petite boule d'argent. Elle émettait un tic-tac de plus en plus rapide comme un compte à rebours. Elle tourna le dos à la sphère. 3, 2, 1. Boum, flash, perte de conscience collective. Rien de grave, de simples maux de tête, une quarantaine de minutes plus tard. Holly soupira, sauvée pour le moment. Elle se précipita vers la porte et ferma le loquet. Personne ne pouvait plus ni sortir ni entrer, sauf par la grande brèche ouverte dans le mur. Elle éteignit ensuite la fourrure fumante du troll à l'aide de l'extincteur du restaurant, en espérant que la poudre glacée n'allait pas réveiller le monstre endormi. Holly contempla le gâchis qu'elle avait provoqué. On pouvait sans doute parler de ravage. Pire qu'à Hambourg. Route à l'écorcher vive. Elle aimerait encore mieux affronter le troll. C'était certainement la fin de sa carrière. Mais tout cela lui semblait soudain sans importance, car ses côtes étaient devenues douloureuses, et un mal de tête fulgurant lui brouillait la vue. Peut-être devait-elle se reposer quelques instants pour reprendre ses esprits avant l'arrivée du commando de récupération. Holly ne se donna même pas la peine de trouver une chaise. Ses jambes fléchirent et elle se laissa tomber sur le linoléum à damier. Se réveiller devant le visage aux yeux exorbités du commandant Root avait de quoi nourrir les pires cauchemars. Holly battit des paupières pendant un instant. Elle aurait juré avoir vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux-là. Mais la lueur disparut aussitôt, remplacée par l'habituelle fureur qui gonflait dangereusement ses veines. « Capitaine Short !» rugit-il sans se soucier du mal de tête de Holly. « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que signifie toute cette folie ?» Elle se releva, les jambes tremblantes. C'est-à-dire, il y a eu... Elle était incapable de faire une phrase. « Vous avez désobéi à un ordre direct. Je vous avais dit de rester où vous étiez. Vous savez très bien qu'il est interdit d'entrer dans un lieu occupé par des humains sans y avoir été invité. » Holly chassa les ombres qui lui obscurcissaient la vue. « Justement, j'ai été invité, un enfant appelé au secours.
Vous êtes sur des sables mouvants, Short. Il y a un précédent, commandant. Vous vous souvenez du procès qui a opposé le capiral Rowe à l'État? Le jury a estimé que les appels au secours de la femme pris au piège pouvaient être considérés comme une invitation à entrer dans le bâtiment. De toute façon, vous êtes là maintenant, ce qui signifie que vous aussi vous avez accepté l'invitation. Marmonna Root d'un air dubitatif. Je pense que vous avez eu de la chance. Les choses auraient pu être pires. Holly regarda autour d'elle. Il était difficile d'imaginer que les choses puissent être encore pires. Le restaurant était dévasté et il y avait 40 humains KO. Les techniciens étaient en train de fixer des électrodes sur les tempes des convives inconscients. On a réussi à boucler le secteur, bien que la moitié de la ville soit venue tambouriner à la porte. Et la brèche dans le mur? Root eut un petit rire. Voyez vous-même. Holly le jeta un coup d'œil. En bricolant les prises électriques du restaurant, le commando de récupération avait réussi à brancher un appareil à hologramme qui projetait sur la brèche l'image d'un mur intact. Les hologrammes étaient pratiques pour les camouflages rapides, mais ne résistaient pas à un examen attentif. Quiconque qui aurait regardé d'un peu plus près n'aurait pas manqué de remarquer que le raccord légèrement transparent était la réplique exacte du morceau du mur situé juste à côté. Vous pouvez notamment observer deux fissures en forme de toile d'araignée, rigoureusement identiques et deux reproductions du même Rembrandt. Mais les clients du restaurant n'étaient pas en état d'examiner quoi que ce soit, et lorsqu'ils auraient repris connaissance, le mur aurait été réparé par la division télécinétique, et cet épisode surnaturel aurait été entièrement effacé de leur mémoire. Un sous-officier du commando de récupération surgit soudain des toilettes. Commandant? Oui, sergent. Il y a un humain là-dedans, mon commandant. L'assommoir ne l'a pas atteint. Il vient par ici. Il arrive. Bouclier! Aboya Root. Tout le monde! Holly essaya. Elle fit ce qu'elle put. Mais elle n'y arriva pas. Son pouvoir magique était complètement épuisé. Un bambin sortit alors des toilettes, les yeux ensommeillés. Il pointa vers Holly un index potelé. Ciao, Folletta! dit-il avant de grimper sur les genoux de son père pour continuer son somme. Root refit son apparition dans le spectre du visible. Il était plus furieux que jamais, si toutefois c'était possible. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bouclier, Short? Holly déglutit avec difficulté. Le stress, commandant, répondit-elle en espérant se montrer convaincante. Mais Root ne voulut rien entendre. Vous m'avez menti, capitaine. Vous n'êtes pas du tout chauffé au rouge, question magie. Elle hocha silencieusement la tête. Il y a combien de temps que vous avez accompli le rituel pour la dernière fois? Holly se mordit la lèvre. Je dirais environ 4 ans, commandant. Root faillit avoir une attaque. 4 ans? C'est un miracle que vous ayez duré aussi longtemps. Vous allez vous en occuper dès maintenant. Cette nuit, je ne veux plus vous voir sous terre sans vos pouvoirs. Vous êtes un danger pour vous-même et pour vos collègues officiers. Oui, commandant. Demandez à la récupération de vous donner un colibri et filez droit vers le vieux pays. C'est la pleine lune ce soir. Oui, commandant. Et n'imaginez pas que je vais oublier les dégâts que vous avez faits dans ce restaurant. Nous en reparlerons à votre retour. Oui, commandant. Bien, commandant. Holly tourna les talons, mais Root s'éclaircit la gorge pour attirer son attention. Ah, et aussi, capitaine Short. Oui, commandant. Le visage de Root avait perdu son teint violacé et il semblait presque gêné. Vous avez bien fait de sauver toutes ces vies. Ça aurait pu être pire. Bien pire. Holly rayonna derrière la visière de son casque. Après tout, peut-être qu'elle ne serait pas renvoyée des farfadets. Merci, commandant. Root grogna et son teint reprit sa couleur écarlate. Maintenant, filez d'ici. Et ne vous avisez pas de réapparaître devant moi avant d'avoir fait le plein de magie jusqu'au bout des oreilles. Holly soupira. Fini les félicitations. Oui, commandant. Je pars immédiatement, commandant. Fin du chapitre 3. Tu as un son dégueulasse. Oui, oui, je m'excuse du soudain changement de son. Disons qu'il y a eu un petit problème de courant, je suis donc réduit à mon téléphone portable. Et ben dans ce cas, on va tout simplement mettre fin à cette séance aujourd'hui. Parce que ça va vraiment pas être agréable. Et de toute façon, ça fait déjà 1h30, c'est déjà bien suffisant. On reprendra le chapitre 4 la prochaine fois. Le chapitre 3 était vraiment énorme en plus. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui ont écouté cela, que ce soit en live ou en rediffusion. N'hésitez pas à me retrouver moi et peut-être d'autres comme Dlad normalement tous les jeudis soir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de rediffusion sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao! Ok, ciao!